Bonjour à toutes et à tous. J'enregistre aujourd'hui un format questions-réponses avec comme prétexte le fait que notre page Facebook a atteint les 1000 likes. Donc il y a eu quelques membres de l'audience qui ont posé des questions sur les réseaux sociaux, donc je vais m'efforcer d'y répondre. Déjà dans un premier temps, il y a des questions qui n'ont pas été posées à l'occasion de cette annonce de questions-réponses, mais qui ont été récurrentes. Une question en particulier, une complainte dans les commentaires YouTube, qui est la question de la qualité audio, qui est parfois insatisfaisante ou médiocre sur certaines de nos vidéos. Il y a pas mal de gens qui nous conseillent d'acheter un micro par exemple. Alors il faut savoir qu'un micro, j'en ai un depuis longtemps, ça fait presque 3 ans. C'est pas le problème en fait était le bruit généré par mon ancien ordinateur portable avec un ventilateur très bruyant pendant les appels avec les invités. Malheureusement, ça c'était le problème. Et c'était la cause du problème. Depuis plus récemment, j'ai un nouvel ordinateur. Les contenus à venir ne devraient pas avoir ce genre de problème-là. Donc en tout cas, merci pour les suggestions. Et même si parfois le ton de certains commentaires peut être un peu agacé, je pense que c'est quand même un bon signe qu'on ait des gens qui se plaignent de la qualité audio, parce que ça veut dire que ils sont au moins un peu intéressés par ce qu'on raconte, par ce que nos invités racontent, et ils aimeraient, de préférence, avoir une meilleure qualité audio sur un contenu qui les intéresse. Donc, bon, je le prends de cette manière-là en tout cas. Je note en passant que voilà, sur les... j'ai aussi eu l'idée d'aller utiliser les commentaires YouTube comme source de questions éventuellement. Bon, au-delà des complaintes récurrentes à propos de la qualité audio parfois médiocre de certains épisodes. Voilà, donc j'ai retenu des questions tout à fait fulgurantes et intéressantes que je vous montre à l'écran maintenant. Mais voilà, je m'arrête pas dessus, évidemment, je vais passer aux questions plus intéressantes. Pour en venir ensuite aux questions qui ont été posées vraiment à l'occasion de notre annonce de ce format questions-réponses. Alors on a eu 2 personnes qui ont posé des questions, donc comme d'habitude un succès de foule, de masse de notre podcast, ça change pas, une foule en délire qui nous a inondé de questions. Alors la première, je sais pas si c'est la première, mais l'une des 2 personnes qui ont posé des questions sur Facebook, il y a Miguel qui a posé 2 questions. La première, je la lis telle quelle. Prévoyez-vous un sous-titrage en français pour les vidéos anglaises et inversement un sous-titrage en anglais pour les vidéos en français? Votre chaîne le mérite. Alors merci Miguel pour ce compliment. Pour l'instant, c'est pas une priorité malheureusement de notre podcast de proposer cette traduction faite à la main en tout cas. Il faut savoir que si vous allez sur YouTube, il y a une fonctionnalité de traduction automatique. Alors qui vaut ce qu'elle vaut, j'ai un petit peu testé, c'est loin d'être parfait, mais ça peut permettre, si vraiment il y a des contenus qui vous intéresseraient sur notre chaîne, ça peut permettre de les rendre un peu plus accessibles si vous maîtrisez mal l'anglais. Mais bon, c'est pas une solution excellente. Bon, ceci dit, voilà, c'est une solution possible. Il y a une traduction automatique. Vous pouvez aller dans les options quand vous visionnez l'une de nos interviews, par exemple en anglais, si vous maîtrisez mal l'anglais, si vous voulez une traduction en français. Et là, il va y avoir une traduction automatique qui va être proposée. Donc là, vous allez pouvoir lire la traduction automatique au fur et à mesure de l'interview. Bon, c'est la solution que je peux proposer à l'heure actuelle. Malheureusement, voilà, on n'a pas les ressources humaines ni temporelles du tout à l'heure actuelle pour espérer traduire tout à la main
Voilà, donc quelque chose qui peut être possible malgré tout, ce serait de faire générer des sous-titres dans la langue d'origine et ensuite de faire traduire ça par un meilleur traducteur automatique, par exemple DeepL. En tout cas, bon, merci pour la suggestion, Miguel. Alors, votre deuxième question, je la lis encore. Prévoyez-vous des rencontres entre auteurs, chercheurs universitaires ayant des opinions contradictoires, non pas dans l'optique du clash, mais dans celle de l'entretien et de l'écoute des positions adverses? Bien, oui, enfin prévoir, c'est-à-dire qu'on n'a pas de plan concret qui est en cours en cours d'organisation, disons, mais c'est quelque chose qui nous intéresse, d'avoir des gens qui sont pas forcément trop d'accord intervenir dans un format, ce qu'on appelle les formats de discussion sur notre podcast. J'ai essayé d'en mettre en place au moins une fois. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est quelque chose auquel je reste ouvert. Il faut savoir que bon, il y a des fois des gens qui refusent des invitations, je dirais par un biais de contamination symbolique sur notre podcast. C'est-à-dire qu'ils voient certains invités qu'on a eus par le passé et ils estiment que ils peuvent pas se permettre d'apparaître sur le même podcast parce que les autres, enfin d'autres personnes qui ont été invitées précédemment et dont l'interview a été publiée sont infréquentables en fait, hein, c'est le terme qu'il faut utiliser, je pense. Donc malheureusement, ouais, ça limite les possibilités de discuter avec des personnes qui sont pas d'accord. J'ai eu, évidemment, il y a eu plein d'invités avec lesquels j'étais pas d'accord sur tout. Bon, en général, j'essaie plutôt de faire parler les gens à propos des sujets sur lesquels j'estime qu'ils sont les meilleurs, donc enfin qui sont le plus pertinents. Donc le but c'est pas de les piéger sur des sujets sur lesquels je les trouve peut-être moins pertinents. Mais effectivement, il y a eu plein d'invités par le passé avec lesquels j'étais pas forcément d'accord sur tout un tas de points. Et l'interview s'est néanmoins bien passée quand ils l'ont accepté. Malgré tout, effectivement, par la suite, il est arrivé que certains de ces invités encouragent des gens très hostiles vis-à-vis de nous, des comportements vraiment agressifs et hostiles, en connaissance de cause, à notre égard. Bon, c'est regrettable, mais en tout cas, ça ne me décourage pas d'essayer de continuer à parler à des gens que j'estime intéressants, même s'il y a des désaccords en particulier, et peut-être même s'il y a certains désaccords. Donc pour l'instant, effectivement, on n'a pas trop eu de format de discussion comme ça, où il y a des gens qui ont des points de vue, enfin, ou des opinions, disons, trop divergentes. C'est pas par choix éditorial qu'on veut pas faire ça, mais il n'y a pas trop eu d'occasion ou d'opportunité de faire ça. Ben merci encore à vous, Miguel, pour vos deux questions. Je vais passer aux questions de François, qui nous a écrit deux questions sur Twitter. Les deux questions, enfin en tout cas, les deux questions mentionnent James Lindsay, qui était l'un de nos premiers invités. Ça fait 4 ans maintenant, à peu près, qu'on l'avait invité à l'époque où il y avait cet article sur le pénis conceptuel, cet article de Canular qui avait été publié. Alors, la première question de François, c'est James Lindsay compte parmi les premières personnes que vous avez interviewées, comme je viens de dire. Comment analysez-vous ces dérives ces derniers mois? Est-ce que ça vous amène à voir sous un autre jour le travail qu'il a pu faire pour dénoncer la corruption de certains domaines académiques? Alors je trouve que c'est une très bonne question, très intéressante. Moi ça m'intéresse d'en parler, ça me donne l'occasion d'en parler. Ça me donne l'occasion de dire clairement que effectivement, je suis d'accord pour dire que James Lindsay a un peu beaucoup pété les plombs, on peut dire ça comme ça,
depuis peut-être à peu près 1 an. C'est un ordre de grandeur hein, que je donne pour la durée, mais depuis à peu près 1 an, ou un peu moins, un peu plus, j'ai noté qu'effectivement, il commençait à raconter et diffuser et amplifier et répéter un certain nombre de grosses bêtises, souvent à tendance complotiste, assez grossière, quoi. C'est effectivement quelque chose que j'ai noté et c'est regrettable et il y a un certain nombre de gens qui ont pris leur distance et qui ont commencé à critiquer ces nouvelles activités sur les réseaux sociaux. Des gens qui auparavant, à diverses mesures, fait la promotion de ces travaux. Par exemple, Claire Lehmann, Cathy Young, etc. etc. Fermement ont pris position contre la manière dont ces activités plus récentes amplifient des idées assez délirantes sur les réseaux sociaux. Et moi-même, j'ai arrêté de le suivre, ça fait maintenant assez longtemps. Et effectivement, il m'arrive de partager des tweets ou enfin en tout cas des contenus qui critiquent frontalement ce qu'il peut raconter parfois. Est-ce que ça me fait voir sous un autre jour le travail qu'il a fait précédemment? Plutôt non, plutôt clairement non en fait. Pour une raison simple qui est que le travail qu'a fait James Lindsay, effectivement, en le lisant, j'ai appris un certain nombre de choses, mais globalement, il confirmait des choses qui me semblaient déjà être le cas. Alors peut-être que c'est un cas de biais de confirmation ici, mais je trouve que le travail qu'a fait James Lindsay, notamment en particulier avec Helen Pluckrose, dans leur bouquin Cynical Theories, c'est un travail de très bonne qualité, de grande ampleur, et pour tout dire, c'est le livre qu'ils ont écrit. J'aurais aimé avoir le temps d'en écrire un qui, je pense, lui aurait ressemblé. Et je pense qu'en fait, leur travail est assez remarquable et très solide et sérieux. Ils ont étudié vraiment l'évolution d'un faisceau, comment dire, de vision du monde, de phénomènes académiques, enfin, qui ont d'abord été académiques avant de se diffuser plus largement dans d'autres domaines de la société, mais des idées, des idéologies, des visions du monde qui se sont développées, raffinées, recoupées, en particulier dans le monde académique, et ils en ont fait une histoire assez érudite et approfondie, en insistant bien sur la manière dont divers courants de pensée, les théories critiques de la race, les études féministes, les études postcoloniales se sont développées, ont convergé, se sont imbriqués, notamment avec l'invocation de l'intersectionnalité. C'est un travail qui, moi, me semble tout à fait robuste et sérieux. Donc, je pense vraiment que dire que ce travail n'est pas, n'est plus fiable, ou en tout cas réviser son jugement sur ce travail parce que depuis l'un de ses auteurs a commencé à raconter beaucoup de bêtises. Effectivement, je pense que le fait qu'il se soit mis à raconter beaucoup de bêtises doit inciter à de la vigilance par rapport à ce qu'il a dit précédemment, mais je pense avoir les éléments pour dire que leur travail sur l'évolution, disons, post-structuralisme, post-modernisme, importation sur les campus américains, toutes les théories critiques identitaires, et puis la justice sociale intersectionnelle, le postmodernisme appliqué, leur travail est sérieux et converge avec ce qu'ont raconté un certain nombre d'autres personnes. Le bouquin Higher Superstition, qui a maintenant plus de 25 ans,
déjà en fait présentait un panorama de tout ça à l'époque. Évidemment, depuis, les choses ont évolué, mais disons, ce que raconte Lindsay et Pluckrose est plutôt très cohérent avec ça. Et puis, il y a le travail connu de Alan Sokal, Jean Bricmont. Il y a un certain nombre d'autres livres qui ont été écrits sur la question. Euh, des livres qui se recoupent, et même des gens qui ont été beaucoup plus favorables au développement postmoderne, théorie critique, euh, études identitaires, standpoint theory, tout ça. Par exemple, François Cusset, quand on va voir ce qu'il a écrit dans son bouquin French Theory, eh bien en fait, il retrace une histoire intellectuelle qui se rapproche, enfin qui est tout à fait compatible en fait, à mon avis, avec ce que racontent tous les gens qui ont été beaucoup plus critiques vis-à-vis de tous ces développements intellectuels. Mais il y a quand même les éléments factuels d'histoire intellectuelle. En tout cas, il me semble convergent. L'idée qu'il y a eu ces développements dans la scène intellectuelle française de l'après-guerre, enfin de l'après-guerre étendue, quoi, pendant une trentaine, voire quarantaine d'années, puis qu'il y a eu un grand succès de ces grilles de lecture sur les campus américains, et que ces courants intellectuels plutôt français, un peu cryptiques, un peu difficiles à saisir et à décoder, ont été d'une certaine manière opérationnalisés ou mobilisés au prix de parfois certaines simplifications pour certains combats politiques qui étaient perçus comme importants par une certaine partie de la gauche américaine, en particulier la gauche de campus. Ça, c'est cette grande trame se résumait un peu de basse résolution, mais quand même qui donne les grandes lignes de cette histoire intellectuelle. Il est partagé, me semble-t-il, par François Cusset, qui est plutôt favorable à ce développement-là, et par un nombre de critiques intellectuels de ce développement postmoderne identitaire, on va dire, pour faire bref. Pour le dire brièvement, non, moi je reviens pas tellement sur mon avis, en tout cas très positif, du travail fait par Lindsay, Pluckrose et Boghossian. Je pense qu'ils ont bien lu et étudié en profondeur et en largeur ces courants intellectuels. Et donc je continue à le penser, et je note en passant que Helen Pluckrose, qui a coécrit le bouquin Cynical Theories, continue de faire preuve de beaucoup de sérieux, d'intelligence et de finesse dans à peu près tout ce qu'elle dit et écrit. Nous l'avons reçu d'ailleurs récemment sur le podcast, au passage, si ça vous intéresse, où on a parlé de religion et de critiques très fermes des croyances religieuses. Je continue de la considérer comme une interlocutrice, et une productrice de textes et de réflexions tout à fait remarquables et fiables et sérieuses et vraiment érudites sur ces questions et sur l'histoire intellectuelle qui est le sujet central du bouquin Cynical Theories, que je ne renie absolument pas. Et bon, ceci dit, donc pour être à nouveau clair en clôture de ce point-là, ça n'empêche pas que je dis clairement, il faut pas prendre au sérieux il faut pas prendre au sérieux, il ne faut pas s'informer euh, en suivant un James Lindsay depuis disons entre 6 mois et 1 an. Il faut pas le considérer comme quelqu'un de fiable dorénavant, malheureusement. Il fait preuve c'est pire que... Enfin, on peut dire il est devenu victime de son intérêt pour ces théories-là, qui est devenu une obsession. C'est bien pire que ça, malheureusement, c'est que
bon, il a vraiment une lecture de beaucoup de choses qui est absolument, absolument pas fiable et largement délirante. Voilà, faut plus le considérer comme quelqu'un de fiable dorénavant. Mais ça n'invalide pas ce qu'il a pu écrire par le passé, quoi. Alors, la deuxième question de François, je vais la lire. Et François dit: Ces derniers mois ont montré qu'en médecine, des articles scientifiques relevant de la mauvaise science, voire même de la fraude, peuvent être publiés. En quoi ce qu'ont fait Lindsay Co. démontre alors la corruption des champs universitaires qu'ils visaient? Ouais, mais ça c'est encore une excellente question, et c'est une vieille question qui remonte au moins en fait à l'affaire Sokal quand même. C'est la question de quelle est la portée du canular. Qu'est-ce que signifie la publication d'un article de canular dans une revue se voulant scientifique académique? Est-ce que ça invalide le sérieux de toute la revue, voire de toute la discipline? C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Je pense que là, il faut être clair en disant que jamais publier un article bidon ou de mauvaise qualité dans une revue n'invalide le sérieux d'une revue. Enfin, en tout cas, c'est pas suffisant, et c'est encore moins suffisant pour invalider le sérieux de toute une discipline académique. Il faut être très clair là-dessus. Le canular de Sokal est évidemment insuffisant pour invalider cette discipline qui s'appelait ou qui s'appelle les Science Studies, enfin qui était la discipline pertinente pour le numéro de la revue dans Social Text, dans lequel il avait réussi à faire publier son article de canular. Donc effectivement, faire publier un ou même plusieurs articles de canular dans une discipline, des articles même volontairement bidons et délirants, c'est pas suffisant. Enfin, pour montrer que toute la discipline est bidon, c'est complètement insuffisant. Oui, en médecine, en biologie, en psychologie, et même en chimie, en physique, et sans doute en mathématiques, etc., il y a souvent des articles de mauvaise qualité qui sont publiés. Il y a même un certain nombre d'articles de très mauvaise qualité, voire des articles fraudulents. À l'ère contemporaine, enfin, il y a énormément de revues académiques. Il y a beaucoup de place, malheureusement, pour publier de la très mauvaise science, voire même de la fraude, comme vous le dites, François. Et ça ne veut pas dire que la médecine, la psychologie, la physique, la chimie sont des pseudosciences, évidemment. Donc effectivement, c'est une question en fait qui peut ouvrir un très vaste champ d'investigation avec un travail vraiment monstre sur vraiment la fiabilité des publications scientifiques. Il y a le bouquin à ce sujet que j'ai pas encore malheureusement eu le temps de lire, mais le bouquin de Stuart Ritchie qui s'appelle Science Fictions, qui traite de ces questions. Un bouquin qui a été inspiré en partie par les fameuses crises de la réplication dans certains domaines académiques, souvent gravitant autour de la psychologie, mais pas seulement. Effectivement, ce qu'on appellerait en anglais le scientific record, avec tous les articles qui ont été publiés dans des revues académiques, on ne peut pas considérer par défaut que tout ce qui est publié est parfaitement fiable, malheureusement. Il y a beaucoup de choses qui sont pas fiables. Il y a un certain nombre de résultats qui n'ont pas été répliqués. Il y a les problèmes de biais qui favorisent les résultats positifs, c'est-à-dire que si on a une hypothèse de départ et que les résultats qu'on obtient, les résultats empiriques qu'on obtient la valident, ben
on va pouvoir peut-être publier, enfin sans doute publier plus facilement que si on obtient un résultat non significatif, qui ne permet pas de conclure si une hypothèse est vraie ou fausse, alors qu'en fait, collecter des données, analyser ces données et en tirer des conclusions, mais enfin provisoires toujours, mais en tirer des conclusions, même si le résultat en fait est non, même si le résultat en fait est que les données ne permettent pas de trancher en faveur ou en défaveur d'une hypothèse, mais ce résultat-là, normalement, il devrait être considéré comme également intéressant et également valable. Mais dans les faits, il y a souvent un biais dans les revues et dans le processus de la revue par les pairs qui fait que si on a un résultat qui ne permet pas de trancher en faveur ou en défaveur d'une hypothèse, on va avoir sans doute moins de chances que notre manuscrit soit accepté pour publication. Et ça, c'est un mécanisme qui fausse, encore une fois, le scientific record. Je n'ai pas de terme là comme ça en français pour le dire. C'est un autre mécanisme, enfin c'est un mécanisme parmi d'autres qui gêne le processus de sélection des énoncés à l'échelle collective. Il y a d'autres mécanismes dont j'ai déjà parlé par ailleurs, notamment dans un grand nombre de disciplines, en particulier des sciences sociales et des humanités, les quasi-monochromies normatives et politiques des chercheurs, avec des chercheurs qui ont presque tous des positions politiques voisines, en tout cas qui vont plutôt dans le même sens. Ça, c'est aussi un problème dont j'ai discuté sur le podcast. J'en ai aussi discuté avec Vinteuil sur le balado Scepticisme scientifique. On a eu une discussion assez intéressante, enfin en tout cas à mon avis là-dessus. Donc ça, c'est des processus qui gênent, enfin c'est des phénomènes qui gênent le processus de sélection des énoncés, le processus de production, on peut dire, de la connaissance ou de raffinement des hypothèses et de convergence vers une bonne approximation d'une bonne connaissance de la réalité. Et c'est des phénomènes qui existent effectivement dans à peu près toutes les disciplines scientifiques. Donc effectivement, le fait qu'il y ait des mauvais articles qui puissent être publiés dans certaines disciplines, dans certaines disciplines que je critique souvent, n'est pas suffisant pour dire qu'il y a des graves problèmes dans ces disciplines. Ceci dit, il y a d'autres arguments. Déjà, si on s'arrête au canular des grievance studies, c'est pas vraiment un canular, mais en tout cas, c'est pas comme ça qu'il a été conçu vraiment par les auteurs, mais c'était plutôt une sorte d'expérimentation. L'expérimentation de Lindsay, Pluckrose et Boghossian, effectivement, n'est pas suffisante pour dire qu'il y a des graves problèmes dans les cultural studies, qui sont les domaines qu'ils ont visés. Bon, on pourrait noter quand même que l'un de leurs articles a été retenu comme qui est un article qui a reçu un prix, un article de canular qui a été quand même récompensé d'un prix académique. Bon, il faut quand même noter ça. Mais ceci dit, bon, ça reste évidemment insuffisant pour dire qu'il y a des problèmes de très grande ampleur dans certaines disciplines. Ça, pour le voir, tout simplement, il faut aller lire la littérature académique de ces disciplines-là. Et ça, c'est un travail de très très grande ampleur. Mais justement, je pense que c'est quand même un travail qui a été en partie accompli dans la préparation et l'écriture du livre Cynical Theories. C'est un travail de grande ampleur qui nécessite d'aller lire des livres et des articles académiques, de préférence qui ont été publiés à travers plusieurs décennies, pour voir l'évolution de certaines idées, la manière dont elles sont entre guillemets apparues, dont elles se sont développées, elles se sont influencées les unes les autres, la manière dont elles ont été opérationnalisées, mobilisées, parfois caricaturées, vraiment elles ont été canalisées à des fins militantes, la manière dont elles ont été parfois effectivement simplifiées. C'est un travail vraiment de grande ampleur et effectivement
On peut pas comme ça dire que voilà, le canular Sokal montre que le postmodernisme c'est n'importe quoi. Non, ça c'est pas suffisant. On peut pas dire que le canular des Grievance Studies démontre que les études de genre c'est n'importe quoi. Non, ça c'est absolument pas suffisant. C'est jamais quelque chose que j'ai affirmé, que le canular, enfin encore une fois c'est pas vraiment un canular, mais que l'expérience des Grievance Studies de nos trois compères montre que les disciplines académiques, identitaires, qui ont hérité des grilles de lecture postmodernes sont bidonnantes. C'est pas suffisant, et je note d'ailleurs en passant que je pense que j'ai jamais dit que intégralement les études postcoloniales, les études de genre, ce genre de disciplines-là sont intégralement bidonnantes. Je prends l'exemple des études de genre, j'ai souvent, enfin en tout cas plusieurs fois dit que si les praticiens des études de genre se donnaient les moyens ou acceptaient tout simplement d'expliquer en fait ce qu'on voit comme les différences de comportement, de choix, de goût, de trajectoire de vie entre hommes et femmes par tous les facteurs qui peuvent contribuer, ce serait une discipline extrêmement intéressante, stimulante, riche, profonde, érudite. Mais en l'occurrence, il m'a semblé, très clairement, un refus de principe chez beaucoup, je ne peux pas dire tous parce que je ne les connais pas tous, loin s'en faut, mais en tout cas sur les échantillons que moi j'ai pu voir, beaucoup, voire dans les échantillons que je connais tous, un refus de prendre en compte certains facteurs qui proviennent de la biologie, l'évolution, la psychologie évolutionnaire. Ça, c'est des facteurs qui sont considérés comme ne pouvant pas être pris en compte dans les études de genre pour expliquer les différences entre les hommes et les femmes. Seules, disons, les explications de ces différences par des facteurs sociaux et culturels sont considérées comme valides et valables. Et en particulier les lectures en termes de domination, enfin, je m'étends pas là-dessus, quoi. Effectivement, il y a un travail énorme, toujours, en fait, quand on veut critiquer des productions intellectuelles qui sont quand même basées sur un corpus de production académique, il y a quand même un travail de bibliographie, de réflexion à mener. Et donc, encore une fois, il ne suffit pas de publier un canular pour vraiment montrer que tout un continent académique est corrompu. Mais ceci dit, les gens qui ont réussi à faire publier ces canulars, en général, ont fait preuve quand même d'une certaine finesse et prudence, et n'ont pas dit qu'un canular à lui seul démontre. Enfin, tout ce que ces gens-là souhaitaient montrer comme insuffisance dans le travail académique et scientifique. On peut prendre l'exemple du canular Maffei-Soli, par exemple. Là, je veux dire, effectivement, il y a eu un canular. Effectivement, les journaux ont fait... enfin, il y a eu un certain retentissement médiatique de ce canular-là. Certaines personnes, sans doute, ont pu dire que le canular démontre que les travaux de Maffei-Soli et de son entourage académique étaient bidons, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu vraiment des lectures plus fines, plus sobres du canular, qui ont compris en fait vraiment ce qui est l'objectif du canular, qui est plutôt de en fait attirer l'attention. C'est plutôt un coup de projecteur qui va permettre d'attirer l'attention d'un certain nombre de gens en tout cas, et en disant voilà, là j'ai réussi à faire publier ce canular, maintenant que j'ai votre attention, peut-être que vous serez intéressé par une critique plus profonde, plus détaillée, plus large
mais en fait de ce que je souhaitais critiquer. C'était d'ailleurs la démarche de Alan Sokal, en fait. Quand il a rédigé son canular, je sais plus où j'ai lu ça, mais en tout cas, je me rappelle très bien avoir lu que Sokal, justement, a lu le bouquin High Superstition, qui a été publié en 1994, et il s'est dit, bon, euh, le panorama qui est dressé d'une partie des sciences sociales et des humanités par ce bouquin est très négatif. Il y a un diagnostic vraiment de divorce avec la méthode scientifique, un diagnostic même d'hostilité envers la méthode scientifique. Sokal n'était pas sûr qu'il fallait faire confiance à ce diagnostic très négatif, et donc il s'est documenté par lui-même. Bon, il a vu que ce diagnostic était plutôt justifié, même s'il a pu formuler certaines critiques du bouquin Higher Superstition, mais globalement, il a quand même plutôt validé ce diagnostic-là. Et il s'est dit lui-même que ce serait bien d'écrire quelque chose à propos de ces développements qu'il considérait comme inquiétants dans une partie des sciences sociales et des humanités. Mais ce qu'il s'est dit, c'est que voilà, je peux à mon tour écrire un texte qui va critiquer ce développement intellectuel. Ce ne sera pas le premier du genre, loin s'en faut, ni le dernier sans doute. Certaines personnes vont le lire, des personnes qui seront déjà d'accord avec moi, des collègues universitaires, des gens qui se veulent, disons, défenseurs des sciences et de la méthode scientifique vont le lire, vont l'apprécier, mais ça n'ira sans doute pas plus loin. Et l'alternative à laquelle il a songé, c'est effectivement écrire ce texte volontairement bidon, délirant, et essayer de le faire publier par une revue qui diffuse ces théories académiques plutôt très hostiles envers la méthode scientifique et envers les sciences naturelles. Et ce qu'il faut noter, c'est quand même, c'est un point, déjà toute cette histoire qui a précédé en fait l'écriture et la publication du canular Sokal est souvent éludée et oubliée. On oublie volontiers, en tout cas dans l'espace francophone, le bouquin High Superstition qui n'est pas du tout connu. On oublie donc vraiment ce qui a poussé Sokal à s'intéresser à ça et à se documenter et à écrire finalement son article de canular. Et aussi un détail quand même qui est pas mineur à mon avis, c'est que Sokal a fait publier son texte dans un numéro spécial de la revue Social Text qui était dédié en fait à une réponse critique et ferme au bouquin High Superstition. C'est quand même assez cocasse. Mais encore une fois, donc Sokal n'a jamais considéré ni la plupart des gens qui l'ont soutenu, en tout cas les gens sérieux qui l'ont soutenu, que le canular suffisait à invalider tout un continent du monde académique, si je puis dire. Il y a eu le travail plus détaillé avec Jean Bricmont qui a abouti au bouquin Impostures intellectuelles, et Sokal a continué à travailler sur ces questions-là par la suite. Une discussion aussi de cette question, qu'est-ce que le canular de Sokal montre, elle est proposée par Paul, c'est pas Peter Boghossian, c'est Paul Boghossian, dans un bouquin qui s'appelle A House Built on Sand. C'était un livre qui était une collection d'articles, donc un livre édité par Noretta Koetke, qui a été publié aussi dans les années 90, dans le sillage de l'affaire Sokal. Et Boghossian était assez prudent en disant que voilà, encore une fois, il ne suffit pas d'arriver à publier un article bidon pour prétendre avoir invalidé tout un champ académique, loin s'en faut. Mais le travail de fond qui est nécessaire pour vraiment pouvoir articuler une critique plus vaste et disons plus ferme et vraiment plus ambitieuse, si je puis dire, de certains domaines académiques, ben, il a été mené par un certain nombre de personnes, déjà notamment dans le bouquin High Superstition,
et plus récemment dans le bouquin Cynical Theories. Ça, c'est un travail de fond détaillé qui a été mené. Donc non, il ne suffit pas de publier un mauvais article ou même plusieurs mauvais articles pour montrer qu'une discipline est bidon. Malheureusement, des articles bidons, il y en a dans toutes les disciplines, mais effectivement, je pense quand même qu'on peut dire que il y a certaines disciplines qui sont plutôt plus fiables que d'autres dans le processus de sélection des énoncés. Des disciplines comme justement toutes les disciplines qui en fait ont été un moment décrites par Cultural Studies, Identity Studies, tout ce qui relève des disciplines héritant du postmodernisme qui sont devenues un peu des disciplines identitaires victimaires. Là, on a souvent un processus de sélection des énoncés qui ne suit pas des critères très rigoureux. Ce qu'on fait, c'est qu'on observe des trucs. Voilà, donc je pense que j'ai un peu fait le tour de ces questions-là. Donc c'est des questions qui sont intéressantes et en fait assez subtiles. Certaines personnes qui, comme nous, ont beaucoup critiqué certains développements dans les sciences sociales et les humanités, ont pu dire par ailleurs ou par la suite beaucoup de bêtises. Ça, il faut être clair là-dessus. La critique de l'intersectionnalité, de tous ces développements intellectuels-là, cette critique-là s'est popularisée, étendue, généralisée. Elle a souvent été, je dirais, utilisée de manière un peu opportuniste par un certain nombre de commentateurs, plutôt avec des intentions plutôt de militants politiques. Faut être clair là-dessus. Il y a beaucoup de bêtises qui sont dites dans le cadre d'une lutte affirmée contre ces développements académiques-là. Il est fréquent que je diffuse ou je partage ou je fasse connaître à nos auditeurs ou aux gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux des critiques de ces mauvaises critiques justement de l'intersectionnalité militante. Il faut être également clair sur le fait qu'effectivement les canulars successifs ne seront jamais suffisants pour établir le caractère bidon de certains champs disciplinaires académiques. D'ailleurs, le caractère totalement bidon de certains champs disciplinaires, je pense que ça n'a jamais été quelque chose qu'on a affirmé de manière aussi simple que ça. Mais effectivement, je pense qu'il y a des critiques frontales, je pense qu'il y a quand même des champs disciplinaires qui sont très fermement critiquables, et sans aller jusqu'à dire qu'il n'y a rien à en tirer, je pense qu'on peut dire qu'ils sont très très largement critiquables. Mais encore une fois, voilà, il ne suffit pas d'arriver à publier un article de canular pour conclure ça. Il faut faire le travail d'aller vraiment voir ce qui se fait dans ces disciplines-là, la manière dont les argumentations se construisent, la manière dont les hypothèses alternatives sont considérées, la manière dont les données éventuellement contradictoires sont considérées. Et là, on peut effectivement voir qu'il y a une grande fermeture à certains domaines de la connaissance. Et donc, on peut légitimement conclure qu'il y a comme ça des champs académiques qui vivent entre guillemets en autarcie, ou en tout cas des champs académiques où on est très fermé vis-à-vis de certaines connaissances pourtant plutôt très fiables, qui viennent d'autres disciplines. Et ça, c'est quelque chose de très regrettable, comme j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter dans un certain nombre de textes ou de contenus audio. Voilà. Donc je pense que voilà, le format question-réponse peut s'arrêter ici. Merci à nos 2 auditeurs pour avoir posé ces questions-là. J'ai apprécié l'opportunité de développer un peu quelques réflexions à voix haute à ce sujet-là. Merci d'avoir écouté Liberté Académique. Nous sommes un podcast science, esprit critique et liberté.
Nous interviewons des chercheurs, enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre, rationnelle et empirique. Nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle. Nos interviews se font en français ou en anglais. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académique sur YouTube et sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes, Stitcher et plusieurs autres encore. Liberté Académique est également présent sur Twitter @acadfreedom et sur Facebook.